Alain Berenbaum, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'avocat de Tintin, enfin de Moulinsart, la société qui détient les droits sur Tintin. Vous êtes un des grands spécialistes du droit intellectuel en Europe. Vous êtes aussi écrivain, vous venez d'ailleurs de sortir un livre, on va en parler. Et vous publiez également vos mouvements d'humeur et d'humour dans Le Soir, le grand quotidien belge. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits fours, parce que je lis ce que vous écrivez dans Le Soir, précisément à propos du 60e anniversaire de l'Union européenne. 2017 se voulait une grande année européenne, avec paillettes, petits fours et tout le tralala, mais avant même que ne saute le premier bouchon, c'est déjà la gueule de bois. Elle a la gueule de bois, l'Europe ? Elle a la gueule de bois, je pense, parce que pendant longtemps, au fond, les pères fondateurs ont caché, volontairement ou pas, ce paradoxe qui est qu'il y aura à la fois plus d'intégration sur le plan économique, sur le plan fiscal, social même, et en même temps qu'on respectera la souveraineté des États. Et puis, au cours des années, et particulièrement ces dernières années, les citoyens se sont rendus compte qu'on leur a menti et que les deux, aujourd'hui, sont incompatibles et que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir à la fois plus d'intégration et plus de souveraineté nationale. Et donc, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, sans doute, c'est qu'on n'a pas accompagné l'Europe, au fond, d'un grand mouvement culturel, d'une histoire commune. On n'a pas fabriqué une histoire commune. Elle ne fait pas rêver, l'Europe. Elle ne fait pas rêver. Et j'aime bien citer cette phrase qui est totalement apocryphe de Jean Monnet, disant « S'ils étaient à refaire, je commencerais par la culture ». Ce qui est triste pour Jean Monnet, c'est que c'est la seule phrase dont on se rappelle de lui, et il n'est pas de lui. Mais le succès de cette phrase montre bien que les citoyens aspirent inconsciemment à ça. Il n'y a pas un récit qui accompagne l'histoire de l'Europe. L'abaissement du prix du poulet ne suffit pas à ce que les citoyens se sentent européens. Et donc, ça manque. On n'a pas un grand récit européen, on n'a pas, au fond, un Stefan Zweig ou un Rilke, mais tous des auteurs d'avant-guerre, remarquez, un grand européen qui nous raconte l'histoire de l'Europe et qui nous intègre. Alors précisément, le Parlement européen, la semaine dernière, a tenu une séance un peu particulière. Je vous montre une photo. Les 751 députés ont laissé leur place pendant 4 heures à 751 citoyens. Si vous aviez été l'un d'entre eux, quelle est la mesure que vous auriez proposée au vote ? J'aurais d'abord supprimé l'article qui dispose que la culture est une matière subsidiaire dans le traité. Et au contraire, j'en aurais fait le chapeau de ce qui devrait être la Constitution européenne. Autre photo, Angela Merkel. Est-ce qu'elle avait tout juste quand elle a ouvert les bras aux réfugiés et tout faux quand elle a décidé de signer un pacte avec la Turquie sur cette même question des réfugiés ? Oui, je ne peux pas me cacher d'un grand amour pour Angela Merkel, pas pour ses vestes malheureusement, mais pour sa politique et pour sa personnalité. Même elle les paye. Elle les paye en plus, oui. Même si je n'ai aucune tradition démocrate chrétienne, c'est tout simplement une grande européenne, c'est une grande dame. Et je pense qu'elle parvient en effet à concilier à la fois les aspirations politiques dont nous avons besoin et puis le réalisme de la politique quotidienne. On n'attend pas d'un homme ou d'une femme politique aujourd'hui qui se fâche avec la terre entière, que ce soit avec Trump ou que ce soit avec Erdogan parce qu'on les déteste. Mais nous pouvons, en tant que chroniqueurs, dire tout le mal que nous pensons d'eux. Mais en tant qu'homme politique ou femme politique, nos dirigeants doivent jouer avec, faire en sorte que la Terre soit en sécurité. Alors, autre photo, le top 5 de la présidentielle en France. Vous diriez quoi ? C'est pathétique ou bien vous dites ces Français, ils sont quand même forts pour faire d'une élection un grand spectacle ? Oui, d'abord, je constate qu'ils sont tous habillés exactement de la même façon. Je suppose que c'est le même tailleur, celui qui a habillé Fillon, qui a dû habiller les autres. Ils ont tous une chemise claire et une veste noire, y compris d'ailleurs Marine Le Pen. Mais en même temps, je trouve cette élection, cette année-ci, particulièrement ouverte. Non seulement, en tant que romancier, le feuilleton Fillon est absolument magnifique à suivre, mais surtout sur le plan politique, il y a un véritable débat d'idées. Et chaque
chacun défend véritablement des positions différentes, y compris, et c'est passionnant, la tentative de Macron, qui n'est pas seulement opportuniste, à mon avis, lorsqu'il dit le clivage traditionnel, en tout cas gauche-droite, c'est plus au centre de la politique, c'est plus le pivot. Je trouve ça tout à fait passionnant comme démarche, parce qu'il y a sans doute autre chose. Dernière photo, Hong Kong Blues. Ouais, très bien. Un très bon livre, c'est vous qui l'avez écrit. Alors c'est l'histoire d'un romancier qui fait un flop avec son dernier roman, donc ce n'est pas autobiographique. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le prix Rossel en Belgique, ce qui est plus ou moins l'équivalent du prix Goncourt. Toute proportion gardée. C'est une enquête policière en fait. C'est comme une enquête policière, mais c'est aussi une enquête politique sur le Hong Kong d'aujourd'hui. J'ai voulu effectivement lancer mon personnage qui, pour diverses raisons, se retrouve à Hong Kong, un auteur, un écrivain qui se retrouve à Hong Kong en train d'écrire un carnet de voyage et qui est bloqué à Hong Kong et donc qui est confronté à cette ville qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue, mais en même temps, parce qu'il est bloqué là par la police, il est obligé de découvrir ce que c'est que cette ville. Et donc, Hong Kong est en fait le principal personnage de ce livre. Le Hong Kong d'aujourd'hui, coincé entre ses aspirations démocratiques et puis la terrible main de la Chine communiste. Est-ce que le roman policier, ça permet de faire passer des idées? Je lis par exemple une phrase que vous faites dire à votre héros: la nostalgie n'existe pas dans la culture chinoise. Est-ce que c'est une façon de faire la leçon aux Européens qui disent toujours c'était mieux avant? Non, un romancier ne fait déjà pas de leçon à faire à personne. Il raconte des histoires, et je suis un conteur, mais un conteur, disons, de la famille de Graham Greene, c'est-à-dire comme romancier, j'ai besoin de parler des événements politiques qui m'intéressent, mais de les transformer en fiction. Alors, Alain Berenbaum, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, je vous connais. Tintin en Europe, ça pourrait marcher. Alors, il y a Tintin au Tibet, Tintin au Congo, Tintin en Europe, pourquoi pas? Oui, en fait, Tintin s'est promené dans toute l'Europe et justement, Tintin, ce qui est formidable, c'est qu'il a transporté l'image de la Belgique dans chacun des pays où il a été. C'est le monde vu par les Belges. Et je trouve ça passionnant. La Sildavie, on se rappelle que le sceptre d'Ottokar, la Sildavie, c'est évidemment à la fois un portrait de la Belgique avec son roi et en même temps un portrait d'une partie de l'Europe guettée à l'époque par le fascisme et le communisme. Merci Alain Berenbaum d'être venu au Bar de l'Europe. On espère que votre livre ne fera pas un four et on va en goûter.